Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la Solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de Retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 148e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 23 janvier, il est exactement 13h10 et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de l'Arkea Ultimate Challenge Brest aujourd'hui, mais de la classe Ocean 50 puisque 2 marins viennent d'officialiser leur arrivée sur le circuit ces derniers jours. Le premier a notamment été directeur technique de l'équipe IMOCA Racing. Il a ensuite couru une saison en Figaro avant d'accompagner l'an dernier Damien Seguin sur le circuit IMOCA. Il s'agit de Laurent Bourguès qui est chez lui du côté de Lanester et qui vient de racheter l'Ocean 50 d'Éric Perron. Il courra en 2024 sous les couleurs de l'association Montbonnet Rose. Salut Laurent. Oui, bonjour Axel. Notre second invité est dans les bureaux lorientais de Tip & Shaft. Il sort de 3 saisons remarquées en classe 40 sous les couleurs d'Inter-Invest. Un partenaire qui va désormais l'accompagner pour 3 ans de plus, mais cette fois-ci en Ocean 50, sur l'ancien bateau de Thibaut Vauchel-Camus. C'est Mathieu Perrault. Salut Mathieu. Ouais, salut Axel, salut Laurent, bonjour à tous. Eh bien, messieurs, avant d'évoquer avec vous vos projets respectifs, on va quand même dire un petit mot sur l'actualité du moment et sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest pour donner un petit peu des nouvelles de la course qui est entrée dans sa 3e semaine. Au moment où on se parle, mardi 23 janvier à la mi-journée, c'est Charles Caudrelier qui est solidement installé en tête de la course. Il a franchi les îles Kerguelen et enchaîne les empannages le long de la zone interdite des glaces. Le skipper du Maxi Edmond Rothschild compte environ 1500 milles d'avance sur Thomas Coville, qui évolue davantage dans son nord et a confié ce week-end, en passant la longitude du cap de Bonne-Espérance, qu'il avait quelques problèmes avec le système de descente de son foil tribord. Derrière, à plus de 1000 milles de Sodebo Ultime 3, on trouve Armel Lecléache et Anthony Marchand, séparés d'une centaine de milles, qui sont en passe de passer le cap de Bonne-Espérance, tandis qu'Éric Perron ferme la marche. Il finit quant à lui de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Enfin, Tom Laperche est arrivé lundi matin au Cap, où son équipe tente de réparer SVR Lazartigue, endommagé au niveau de la dérive, du puits de dérive et du fond de coque suite à une collision en milieu de semaine dernière. Voilà pour ce petit récap. Mathieu, Laurent, juste un petit mot rapide sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Racontez-nous un peu comment vous suivez cette course et qu'est-ce que vous en pensez. Qui veut commencer? Allez, on va commencer avec toi, Mathieu. Comment on suit cette course avec attention déjà, et après pour ma part comme tout le monde, c'est-à-dire avec l'appli sur mon téléphone d'un point de vue assez extérieur et voilà, c'est
une course qu'on attendait tous depuis assez longtemps et j'étais très excité à l'idée de les voir partir, se confronter autour du monde et j'espère que les bateaux se rapprocheront un peu et qu'il y aura un peu du match un poil plus serré, mais je comprends, je connais un peu les enjeux, donc j'espère surtout qu'ils arriveront à faire une belle boucle. Et toi, Laurent, est-ce que tu te passionnes pour cet Arkea Ultimate Challenge ou tu regardes ça d'un petit peu loin? Non, non, écoute, je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que c'est vrai que c'est des bateaux qu'on côtoie au quotidien, hein. Moi, je suis basé à Lorient depuis plus de 15 ans. Pour ma part, j'ai bossé pour pas mal d'équipes, dont je connais personnellement certains skippers. Et donc, oui, on suit ça avec beaucoup d'attention. C'est un défi de taille, hein. Je pense qu'on l'oublie un petit peu. En tout cas, je sais pas comment on le perçoit le grand public, mais on oublie quand même que ils sont en train de réaliser quelque chose c'est une première, hein. Voilà, un tour du monde en solo sur des trimarans géants volants. Voilà, c'est un vrai défi sportif et technique pour tout le monde de la course au large. Donc, ouais, donc, beaucoup d'attention à cette course. Les images du départ étaient assez extraordinaires. Et puis les images embarquées aussi qu'on voit, voilà, pour les avoir vues de près dans la rade de l'Orient, dans les cours de Groix, naviguer et voler, les voir au large tout seul, c'est assez extraordinaire de voir ça. Ouais. Et est-ce que pour vous, l'un comme l'autre qui est arrivé dans le circuit Ocean 50, on va en parler juste après, est-ce que c'est un rêve, la classe ultime? Est-ce que c'est quelque chose qui fait rêver? Est-ce que au fond de vous, vous dites pourquoi pas un jour? Laurent, on va continuer avec toi. Ouais, écoute, en solo comme ils font, ça paraît un peu inaccessible parce que bon, faut être dans une écurie avec des moyens financiers assez colossaux. Mais par contre, oui, en tant que sportif et marin, imaginez faire un Jules Verne dans un équipage sur ce type de bateau. Oui, moi, ça m'exciterait beaucoup. Ouais. Et toi, Mathieu? Bah oui, oui, c'est sûr que moi j'ai toujours été assez stimulé par le Jules Verne et l'équipage, ce tour du monde en équipage, là, que je trouve assez incroyable. Mais après, pour répondre à ta question, il y a quelques mois, j'osais même pas rêver un jour faire de l'Ocean 50, donc je suis loin de m'être projeté sur un ultime, même Bon. si fondamentalement, je suis un grand passionné des bateaux et depuis qu'ils existent, ces bateaux-là me fascinent. Mais voilà, le rêve, il est déjà en train de s'écrire pour moi, donc Bon, bah pour l'instant, on est justement, concentré sur ce qu'on fait. Justement, on va parler de vos rêves respectifs de naviguer en Ocean 50 qui vont donc devenir réalité cette année. Laurent, on va parler déjà avec toi. On va revenir rapidement. Tu as été directeur technique et boat captain pour auprès de plusieurs marins, hein, Yves Le Blévec, Tanguy Delamotte, Boris Herman, Thomas Ruyant. Tu as décidé il y a un peu plus de 2 ans maintenant de te lancer quelque part à ton propre compte sur ton propre projet sportif en débutant notamment en Figaro. C'était une volonté de longue date pour toi de naviguer sur ton propre projet ou c'est venu petit à petit? Oui, alors pour corriger un tout petit peu, je me lance pas, c'est-à-dire que je me relance plutôt. Oui, tu te relances, tu as fait du Voilà, mini assez longtemps quand même. Tu as fait voilà. 2 fois la mini transat Voilà, si je me trompe pas. j'ai fait 2 fois la Mini, voilà, en 2007 et 2009. J'ai fait un début de saison de Figaro aussi, enfin une AG2R en 2010 et un début de saison de Figaro 2 en 2011. Et puis après, j'ai eu des belles opportunités qui ont démarré justement avec Yves Le Blévec en multi 50 en 2012 pour être boat captain. Et puis après, je me suis laissé un petit peu happer par plein de belles opportunités qui sont ouvertes en tant que boat captain, voilà, sur des IMOCA avec Tanguy, de la mode sur Initiative Cœur, et sur des bateaux de plus en plus performants, de plus en plus récents, jusqu'à toute l'aventure avec Thomas, sur deux éditions de Vendée Globe. Donc non, c'est plus un retour aux sources que j'avais envie de faire, un peu avec la crise de la quarantaine, on voit les années qui passent. Voilà, je me suis éclaté pendant 10 ans à bosser pour d'autres skippers. Et j'avais en tête cette saison en 2012 avec Yves Le Blévec en multi 50 qui m'avait absolument passionné. Moi, je venais de l'Orma avant, je bossais en tant que préparateur et responsable composite, notamment chez dans le Gitana Team, à l'époque des Orma qui courent plus aujourd'hui, mais c'était des trimarans assez incroyables. Et de découvrir le multi 50 avec Yves,
Ça m'avait assez fasciné par la facilité des bateaux et les performances pour des 50 pieds quand même c'est des bateaux qui sont plus simples, hein, construits pour les coques en fibre de verre en fort carbone. Les bras sont en carbone, le mât aussi, mais globalement, c'est des bateaux qui poussent pas la technologie à l'extrême. Et j'avais trouvé le format vraiment très adapté à des petites équipes. C'était familial et avec beaucoup de sensations, un peu comme un kart, quoi, hein, par rapport à de la Formule 1. Et depuis ce moment-là, je me suis dit que je rêverais d'avoir un jour un projet multi 50. Donc aujourd'hui, Ocean 50, puisqu'ils sont équipés de foil. Ouais, ouais. Et tu as commencé pourtant par une saison en Figaro. C'était pour toi un passage obligé ou là encore une question d'opportunité? Non, pour moi, c'était un passage obligé parce que bah, du coup, ça faisait quand même 10 ans que j'avais pas fait de solo. Et c'était un projet que j'avais écourté en 2011. Et je m'étais vraiment régalé à courir sur les courses d'avant-saison en Figaro 2. Là, avec le Figaro 3, ben, c'était toujours la même dynamique. Donc j'avais vraiment envie de m'y remettre en me disant, bah voilà, j'ai pas réussi à faire la solitaire du Figaro et je voulais la faire, vivre ça. Et puis c'était voilà, un bon moyen de redémarrer sur un projet sportif en tant que skipper. Le niveau est très très élevé, donc c'était un peu engagé de ma part de me relancer là-dessus. Mais écoute, c'était très stimulant et puis je m'en suis sorti pas trop mal. Donc voilà, j'étais très très content de faire ça. Et avec déjà ben, la recherche de partenaires et de bateaux aussi pour ce projet Ocean 50 auquel je pense depuis plus de 10 ans. Mathieu, toi, tu as, comme Laurent, débuté par la classe Mini, hein, une participation à la Mini Transat en 2019, si je me trompe pas, et tu as fait directement, toi, le choix de passer en classe 40. Est-ce que le choix de la classe Figaro t'avait effleuré à ce moment-là de ton parcours, ou tu as tout de suite voulu passer en classe 40? Non, ouais, j'avais pas envisagé le Figaro du tout parce que le format me séduisait un peu moins que le classe 40. J'ai beaucoup aimé aussi moi le développement des bateaux, même si les classes 40 sont des bateaux assez raisonnés en termes de développement. On n'est pas sur des protos où on change tout le temps, mais il y avait quand même une notion de préparation de bateau, des grandes courses transatlantiques. Voilà, enfin, l'échelle de projet me paraissait un peu plus adaptée à ce que je voulais faire. Et après, je suis beaucoup la classe Figaro et j'ai fait des entraînements d'hiver l'année dernière avec Pep Costa pour la forêt en Figaro et c'est un support qui m'attire de plus en plus. Mais voilà, c'est pas dans mes priorités et aujourd'hui encore moins avec ce qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que tu peux faire un rapide bilan de tes 3 saisons en classe 40 avec un terrain veste, pardon, et un bateau qui avait été un plan David Raison, si je me trompe pas? Ouais, exactement. Ben, écoute, la classe 40, je suis très triste de la quitter, même si je suis très heureux de retrouver la classe, de découvrir la classe Ocean 50. Nous, on s'est lancé avec un terrain veste en 2021, un peu du jour au lendemain, pour la Jacques Vabre. On avait loué un bateau, le 131, pour aller courir cette Jacques Vabre et engranger de l'expérience. Et pendant ce temps-là, le classe 40 plan raison était en fabrication, qu'on a mis à l'eau en janvier 2022. Donc, tu vois, tout pile 2 ans après, on est en train de vendre ce bateau-là et de changer de catégorie. Donc, c'est passé vite. Et j'ai eu la chance d'avoir trouvé un sponsor assez incroyable qui s'est lancé assez rapidement dans une aventure de plus en plus grande et aujourd'hui un projet quand même vraiment sérieux. Et le bilan de la classe 40, bah, c'est que la classe elle est absolument magnifique, hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat, toutes les courses sont pleines, il y a des bateaux qui se construisent de partout. Le niveau a explosé et est vraiment super élevé en ce moment. Et je pense que la Jacques Vabre qu'on vient de terminer en classe 40 était quand même une belle synthèse de ce qu'est cette classe avec une course qui n'était pas finie jusqu'à la fin, un match à tous les niveaux. Enfin, elle était vraiment passionnante à suivre, en tout cas en classe 40, je trouve. Et voilà. Et on a rencontré quelques petites mésaventures sur le chemin parce que j'ai cassé le bateau sur la route du Rhum en tapant un ovni. Et là, on a encore eu quelques petits problèmes de structure sur le bateau au début de la course. Mais non, ouais, la classe 40, j'y reviendrai avec grand plaisir.
Bon, on va parler juste un dernier mot avec toi, Laurent, sur toi. Tu as fait une saison l'année dernière, essentiellement tournée vers l'IMOCA en accompagnant Damien Seguin jusqu'à la Transat Jacques Vabre. Quel bilan un peu tu tires de cette saison en IMOCA? Écoute, c'était une saison assez incroyable pour moi parce que bon, il y avait cette saison en effet avec Damien qui était euh, le gros de la saison sportive. Après, j'ai réussi aussi à naviguer pas mal en Ocean 50, mine de rien, avec le Pro Sailing Tour, avec Christopher Pratt. Et puis déjà le Grand Prix de Saint-Quay et la Fastnet Race avec Eric Perron sur son bateau. Donc finalement, j'ai réussi au milieu de cette saison IMOCA avec Damien à faire aussi l'Ocean 50. Donc c'était assez intense pour moi. Et écoute, la saison avec Damien, bah, pour moi, c'était déjà aussi un rêve en tant que sportif de faire cette Jacques Vabre en IMOCA parce que c'est une classe reine aujourd'hui avec un niveau assez incroyable. Les bateaux sont devenus aussi rapides que des multicoques pour des traînes plomb comme on les appelle. C'est assez incroyable d'arriver à faire voler du plomb. Et voilà, donc moi j'ai joué un peu une double casquette en tant que sportif, mais aussi j'ai amené mon expérience technique parce que Damien il a fait l'année dernière une énorme transformation sur son bateau qui était l'ancien Safran 2. Et donc ils ont changé les foils pour mettre des foils de nouvelle génération et qui impliquaient énormément de modifications structurelles au bateau. Donc j'ai apporté un peu mon expérience pour épauler l'équipe dans cette transformation et faire en sorte que le bateau arrive à un niveau de fiabilisation le plus élevé possible dans le moins de temps, dans le moins de temps possible. Donc voilà, on a plutôt bien réussi de ce point de vue-là. Bon, malheureusement, pendant la course, on casse la baume, voilà, qui était normalement un élément euh, déjà bien vérifié et bon, visiblement passé solide. Donc pour le projet de Damien, de manière générale, c'est plutôt bien d'avoir cassé ça. Et sinon, le reste du bateau était très bien fait pour sa transformation. Donc très content de cette aventure sportive. Sur le bateau tenant du titre du Vendée Globe, ancien maître coq de Yannick Bestaven. Mathieu, toi, le circuit Ocean 50, tu l'as aussi, je crois, côtoyé l'année dernière. Tu avais fait une petite apparition sur le trophée des multicoques, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai fait 3 courses. J'ai fait la course qui s'appelait The Arch entre Saint-Nazaire et Saint-Malo. On a fait une Oui. journée de Grand Prix et ce petit offshore. Où là, c'était le bateau de Thibaut et on était Thibaut, Seb Rogue et moi. Super instructif de naviguer avec deux marins qui ont autant d'expérience sur ces bateaux. Et ensuite, on a fait le Grand Prix des multicoques de Saint-Quay-Portrieux, où là, pour le coup, on avait réceptionné le bateau quelques jours avant, et on était avec un équipage que j'ai constitué, et c'était moi le skipper, et c'était relativement impressionnant de débarquer directement en compétition sur un bateau où on sait à peine où sont les ficelles. Et après, on est allé faire le Fastnet avec Laurent Gourmelon, c'est le boat captain de Thibaut, donc il connaissait ce bateau par cœur. Et ça a été une super belle expérience parce qu'il y a eu beaucoup de mer et des conditions très variées sur cette course, avec notamment un début assez velu dans 40 nœuds auprès, quoi. Donc c'était super instructif. Raconte-nous un petit peu comment bah, vous avez décidé justement avec ton partenaire après 3 saisons en classe 40 de franchir le pas de l'Ocean 50. C'est une volonté de ta part? Est-ce que tu as imaginé d'autres options? Ou c'était vraiment un choix de ta part de passer en multicoque et en particulier en Ocean 50? Ouais, c'est sûr que c'est moi qui ai proposé ça au partenaire, même si Benoît Petit, qui est donc président, directeur général d'Interinvest, m'avait quand même toujours mis un peu la puce à l'oreille en disant que le multicoque ça avait l'air intéressant. Pour moi, ces bateaux-là, c'est né en 2002, je crois. Moi, mes grands-parents étaient à Saint-Malo et j'ai toujours vu partir la route du Rhum devant chez moi. Et j'ai un souvenir assez marqué de 2002 où j'avais 12 ans et de voir partir les Ormas sur la route du Rhum. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai toujours associé la route du Rhum à ces trimarans. Et, bon, aujourd'hui, c'est plus des Ormas, mais on est quand même un peu les héritiers des Ormas, je pense.
Et voilà, donc c'est un support assez naturel. Pour dire la vérité, j'y avais pas trop pensé il y a quelques années parce que ça me paraissait un peu hors de portée. Et voilà, petit à petit, chemin faisant, on s'est rendu compte que c'était pas complètement inatteignable. Et voilà, moi je suis, comme je l'ai déjà dit, autant passionné par les bateaux que par la mer, la compétition, la gestion du projet, etc. Mais le bateau en lui-même a une place importante et pour moi, c'est vraiment des machines à rêve, ces bateaux-là. En restant assez simple et à des projets d'échelle à peu près familiale, ce que disait Laurent, où je le rejoins à fond sur ce point, c'est que c'est des équipes. À la fois, on a le bonheur de travailler en équipe et à la fois, c'est une petite équipe. Donc c'est top sur un support assez simple où ça va être très dur d'aller plus vite que les autres, mais par contre, aller vite et prendre en main le bateau, ça paraît quand même à peu près réalisable. Voilà. Non, non, je suis vraiment super content de ce pas vers l'Ocean 50. Bon, tu n'as pas eu besoin de trop convaincre ton partenaire, il était déjà à moitié convaincu. Ouais, après, j'ai la grande chance d'avoir un partenaire qui me fait confiance et qui est très lucide sur les enjeux et les objectifs et qui se donne vraiment les moyens de ses objectifs. En fait, on a fait 3 ans d'un projet classe 40 qui s'est super bien déroulé. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller chercher plus de visibilité, plus de retombées en changeant de support, mais avec le même investissement sur tous les à côté du projet, quoi, quasiment. Et voilà, et comme c'est un groupe et une entreprise ambitieuse, je pense qu'ils n'ont pas eu peur de ce nouveau défi. Et probablement que j'ai dû aussi trouver quelques bons arguments pour les convaincre. Laurent, comment toi tu as structuré ton projet, hein, ça fait donc, tu le disais, hein, ça fait là, maintenant assez longtemps que tu y penses, il devient concret aujourd'hui. Raconte-nous un peu comment s'est monté ce projet. Écoute, ouais, bah, depuis 10 ans, en effet, je pense à ça. J'avais déjà essayé de le lancer plusieurs fois avant, et puis voilà, c'est quand même des projets qui sont plus petits que des Orma ou des projets IMOCA. C'est quand même des projets conséquents. Tu vois, c'est un format qui est entre classe 40 et un IMOCA à dérive en termes de proportion de projets, que ce soit sur le financement ou sur la taille des équipes et l'investissement personnel qu'il faut y mettre en tant que skipper. C'est pas un projet mini, tu vois, qui est facile à monter. C'est pour ça aussi que j'étais reparti sur le projet Figaro, parce que ça reste encore facile à mettre en œuvre. Donc voilà, ça s'est concrétisé avec en 2022, j'ai rencontré Maureen Govard, la fondatrice de l'association Monde des Roses. On s'est rencontrés au départ de la route du Rhum à Saint-Malo, par le biais de différents contacts communs. Et voilà, de là, donc moi je lui ai raconté un peu ce que je faisais. Moi je bossais pour une équipe à ce moment-là et ce que j'avais envie. Donc j'avais ce projet-là en rêve depuis très longtemps. Et puis elle, son rêve, c'était d'avoir un bateau rose aux couleurs de son association. Donc voilà, c'était une discussion sur le ponton comme ça, un peu en l'air. Et puis on s'est rappelé plus tard. Et puis depuis un an, je suis devenu ambassadeur de l'association pour la partie sportive. Et puis on a aggloméré autour de nous plein de bonne volonté, des investisseurs passionnés, et puis voilà, on a un premier partenaire qui nous a permis de lancer le projet, qui sera voilà, qu'on annoncera quand on aura trouvé l'ensemble du financement et qu'on aura bouclé la déco du bateau. Mais au moins, ça nous a permis, voilà, de lancer l'achat de ce bateau et puis d'imaginer ce bateau rose qu'on a en rêve tous les deux depuis maintenant plus d'un an, quoi. Tu peux nous dire un mot de cette association et est-ce qu'elle participe au financement ou c'est juste tu portes les couleurs de l'association? Ouais, voilà, alors il y a quelque chose qu'il faut vraiment clarifier, c'est que l'association, il y a aucun financement qui vient de l'association. Le montage du projet, c'est qu'on offre le naming et puis la déco principale à l'association. Et après, c'est les partenaires euh, qui seront affichés sur le bateau, qui financent comme un sponsoring classique le budget de fonctionnement sportif. Euh, voilà, c'est des modèles comme Initiative Cœur, comme Link Out et comme d'autres. Donc ça c'est assez clair là-dessus. Et pour moi, c'est important en tant que skipper qui est rien, enfin que voilà, que les choses soient claires. Le but, c'est d'aider l'association
à avoir de la visibilité grâce aux projets sportifs voilà, pour augmenter ses actions, augmenter ses financements aussi pour son propre fonctionnement. Et puis donc c'est une association en fait qui accompagne les femmes qui sont atteintes par le cancer en proposant des soins d'accompagnement. Alors voilà, elles ont pour l'instant 2 maisons qui permettent d'accueillir les adhérentes et puis de proposer des soins. Et puis après, il y a un panel d'activités assez incroyables qui sont proposées. Et nous, dans le projet Voile, on est en train de monter des séjours voile post-cancer et qu'on pourra faire un peu partout en France. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle activité qu'on aimerait finir de lancer avec le lien avec le partenariat du bateau, quoi. Euh, voilà un peu le principe. D'accord. En termes de financement, tu en es où aujourd'hui? Quel est un peu le budget visé et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Écoute, pour l'instant, on a un tout petit budget qui nous permet, voilà, de financer le bateau et puis les frais de fonctionnement avant les courses. On attend des réponses et surtout, le fait d'avoir le bateau, ça permet de relancer tous les contacts qu'on a pour leur proposer concrètement le projet parce que c'est toujours un peu pareil quand on lance des projets de sponsoring sportif. C'est un peu le serpent qui se prend la queue, quoi. On a tous des beaux projets à vendre. Par contre, tant qu'on n'a pas le bateau, les sponsors ne viennent pas. Si on a les sponsors mais pas le bateau, ça marche pas non plus. Donc là, on a réussi à avoir le bateau et normalement, avec le réseau qu'on a, on devrait d'ici le mois d'avril, voilà, pouvoir annoncer les différents sponsors qui financent le projet. C'est pas des budgets énormes. Comme je disais tout à l'heure, c'est des budgets qui sont entre classe 40 et des IMOCA des rives. Donc ça va de 600 à 1 million d'euros, 600 000 à 1 million d'euros à peu près les budgets de fonctionnement en Ocean 50. Et là-dessus, nous on vise 3 à 4 partenaires qui auront une visibilité à peu près équivalente sur le bateau. Et pour un ticket du coup qui ressemble à un ticket d'année de saison Figaro, quoi, autour de 200 000 euros. Donc c'est assez raisonnable comme projet. Ouais. Pour lancer vos projets respectifs, Mathieu, Laurent, il a fallu aussi trouver un bateau. Mathieu, toi, tu as donc jeté ton dévolu sur l'ancien solidaire en peloton de Thibaut Vauchel-Camus, un plan VPLP. Est-ce que tu as étudié d'autres options ou tu as tout de suite choisi de porter ton choix sur celui-là? Non, j'avais étudié différentes solutions. Et après, en fait, je me suis rendu compte un peu tard qu'avec ce numerus clausus et les transactions qui se faisaient, il fallait s'exciter assez vite pour acheter un bateau. Et en vérité, nous, on pensait acheter un bateau plutôt l'année suivante. On pensait faire l'année 2024 en classe 40 et attendre un peu. Et on a été forcé de réagir face au marché et à ce numerus clausus qui limite un peu les transactions. Et enfin, évidemment, la construction des bateaux. Mais moi, je pense que ce numerus clausus, c'est vraiment une super chose et ça pérennise les investissements aussi. Ça nous a pas mal rassuré sur l'idée d'investir dans un bateau. Je te coupe juste 2 secondes. Tu peux rappeler ce que c'est que ce numerus clausus? Ouais, bien sûr. C'est donc aujourd'hui à 10 bateaux Ocean 50 et n'ont le droit de construire des bateaux que certaines personnes qui étaient déjà acteurs de la classe au moment de la route du Rhum. Et en gros, l'objectif, c'est de plutôt essayer de mettre au goût du jour des bateaux un peu anciens et de faire avec la flotte qu'on a, plutôt que de construire des bateaux un peu à tire-larigot et donc de les rendre obsolètes assez rapidement, ce qui, je pense, va être une dérive de certaines classes aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est aussi des bateaux qui font 15 mètres par 15, donc ça rentre pas dans tous les ports, donc le jour où on sera à 40, il y aura des problèmes. Et voilà, et donc forcément, ça pérennise les investissements, puisque le bateau, on espère, ne décotera pas trop. Et voilà, et donc au moment où on s'est intéressé au marché en détail, il y avait aussi le bateau de Arkema qui était à vendre. Et on s'y est intéressé de près, mais on est arrivé un petit peu trop tard et Thibaut était déjà en train de l'acheter. Donc on n'a pas voulu jouer la compétition et surtout on était clairement un coup en retard. Donc on a acheté le bateau de Thibaut et c'était du coup une histoire qui était assez sympa. On a beaucoup échangé avec Thibaut. Et ce bateau nous paraît être assez rassurant déjà pour un premier bateau. On est persuadé qu'il a beaucoup de potentiel. Voilà, donc on a pas mal de petites idées pour le faire un peu évoluer. Là déjà, on fait un chantier de modification assez important dessus.
Et voilà. En tout cas, c'est une base saine et on est vraiment super content de cet achat et de ce bateau qu'on aime déjà beaucoup. Et toi, Laurent, comment s'est fait le choix de l'ancien maintenant French Touch d'Éric Perron? Bah écoute, moi quand j'ai vu que tout était aligné pour pouvoir se positionner concrètement sur l'achat d'un bateau, bah, il restait que deux bateaux à vendre. Il restait voilà celui d'Eric et celui d'Armel Tripon, l'ancien Petit Doudou. Et voilà, bon, c'est des bateaux très différents par leurs caractéristiques architecturales. Et celui d'Eric, bah, j'avais navigué dessus l'année dernière. Euh, et voilà, c'est un bateau qui est plus rassurant dans ses lignes de coque pour un premier projet. Donc c'est l'ancien Prince de Bretagne avec lequel Lionel Lemonchois a gagné la Route du Rhum en 2010. Et voilà, il y a des coques un petit peu plus volumineuses que les autres bateaux. Il est un petit peu plus lourd que les autres aussi, mais du coup beaucoup plus marin. Et notamment, bah, comme disait Mathieu tout à l'heure, sur le départ du Fastnet l'année dernière, il y avait, voilà, on a pris 40 et un peu plus au pré avec une mer vraiment formée. Et qu'à ce bateau, et écoute, sur ce bateau-là, à aucun moment on a eu peur avec Eric. Donc je me suis dit que c'était le bateau parfait pour lancer un premier projet en multicoque, dont l'objectif quand même principal est de faire voilà, du double et du solitaire avec la Route du Rhum dans 3 ans. Donc pour pouvoir être performant et attaquer, bah, avec un bateau sur lequel ça passe bien dans la mer, on est plus confiant. Tu l'as récupéré, tu le reprends tel quel ou est-ce que comme Mathieu, tu fais des modifications dessus? Écoute, moi je le reprends tel quel. On va faire juste l'entretien du matériel. Voilà, comme j'ai déclenché l'achat un petit peu plus tard que les autres, bah, du coup, il y a plus de place dans les chantiers, ni sur les terre-pleins. Mais du coup, par rapport à l'état du bateau, c'est pas très gênant. Le bateau était remis à l'eau au mois de septembre. Et voilà, donc il y a juste un petit entretien de matériel à faire et je serais très content justement de commencer à naviguer. On espère faire quelques premières navigations de prise en main à partir de mi-février. Et puis après, faire les choses en décalé avec les autres teams. Donc à Lorient, là, quand tous les IMOCA seront de retour à l'eau pour leur saison d'ici fin mars, début avril, et ben, l'idée, ça serait de sortir le bateau de l'eau à ce moment-là, de lui mettre ses nouvelles couleurs pour la saison, et puis, euh, et puis voilà. Donc on fera un beau chantier de modification, parce que pareil, c'est un bateau qui a du potentiel et qui peut encore progresser de manière importante. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en place pour l'hiver prochain. Mathieu, vous le modifiez dans quel sens, le bateau? Pour l'instant, on a fait des modifications liées à l'ergonomie surtout. Et voilà, notre objectif de l'année, c'est ergonomie, fiabilisation. Donc D'accord. ça change un peu les manœuvres. On a changé beaucoup de choses dans le plan de pont, dans toutes les manœuvres. Et donc c'est des changements assez importants. Ça joue, de mon point de vue, évidemment beaucoup sur la performance, mais on n'a rien touché qui soit en lien directement avec la performance. Qu'on n'a pas déplacé un foil, changer un flotteur ou fait des gros changements comme ça. Donc, D'accord. ergonomie et Au niveau de ton équipe, est-ce que tu conserves la même équipe qui t'accompagnait en classe 40 ou est-ce que vous vous êtes renforcé? Est-ce qu'il faut faire venir des spécialistes du multicoque à tes côtés? Ouais, alors les deux. On a conservé la grosse équipe qu'on était puisqu'on était deux. Donc Vincent Lancien, qui était le boat captain du classe 40, sera le boat captain de l'Ocean 50. Après, je dis qu'on était deux, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on bossait déjà pas mal avec Kevin Block et qui va continuer de bosser avec nous, même si Kevin sera toujours intervenant sur différents projets, mais on espère qu'il sera avec nous de temps en temps. Toujours très Et sollicité, Kevin Bloch. ouais, tout à fait. Voilà, donc Kevin et Vincent. Et après, moi, il y a Mathilde Géron qui a commencé à bosser avec nous la semaine dernière, qui donc est arrivée en tant que team manager dans l'équipe. Donc Mathilde, elle a un passé olympique pour ceux qui la connaissent pas, et petit à petit, elle est sur des gros bateaux. Elle a fait une saison avec Coesio Ocean 50 il y a 2 ans, donc elle connaît déjà un peu ça. Et puis, elle a ce gros avantage pour nous, donc d'avoir cette double casquette large et inshore. Et voilà, et elle habite aussi à Pornichet, ce qui n'est pas pour nous déplaire, sachant que le projet est basé là-bas.
Et après, on a recruté un technicien aussi à plein temps qui va bosser avec Vincent sur la prépa du bateau. Donc aujourd'hui, on a un noyau dur de 4 personnes et des intervenants qui gravitent un peu autour de nous. Et effectivement, comme tu dis, on va essayer de chercher des gens qui ont un peu d'expérience en multicoque pour nous emmener vers la progression. Oui, oui. Laurent parlait de budget tout à l'heure. Par rapport à ton budget de classe 40, c'est du simple au double. C'est à peu près ça la proportion. Ouais, ouais, exactement. C'est ça l'idée à peu près. D'accord. Laurent, de ton équipe, de ton côté, ton équipe aussi, tu l'as étoffée, qui va t'accompagner sur ce projet d'Ocean 50? Écoute, pour l'instant, on est deux. Il y a Simon Watine là, qui m'accompagne là, depuis plusieurs mois pour la finalisation de ce projet. Après, l'équipe est en cours de constitution, hein. On est encore en phase de recherche de partenaires pour finaliser tout ça. Mais on a déjà quelques personnes qui sont prêtes à nous rejoindre. Donc voilà, moi j'ai pas mal d'expérience là-dedans dans la gestion d'équipe et la constitution des équipes, pardon. Donc je vois déjà très bien qui pourrait rejoindre l'équipe. En dehors du bateau, dont vous avez bien parlé, qu'est-ce qui vous attire spécialement sur ce circuit? Alors, on a eu 2 saisons du Pro Sailing Tour, il y a un peu plus, je sais pas, vous en savez, sans doute beaucoup plus que moi sur la question, mais j'ai l'impression que le circuit est un peu en train de tanguer et qu'il y a un peu d'incertitude sur cette année. Est-ce que ça vous a fait douter? Laurent, on va continuer avec toi. Comment tu vois un petit peu l'évolution de cette classe? Ouais, bah écoute, il y a en effet des discussions en cours. Évidemment, ça fait un peu réfléchir. Après, comme disait Mathieu tout à l'heure, je pense qu'on a tous en tête, que ce soit les skippers, les organisateurs, les sponsors, que voilà, le multicoque, c'est quand même la classe emblématique pour les grandes courses au large, que ce soit Transat Jacques Vabre, Route du Rhum. Et pour nous, en tant que skipper, évidemment que la Route du Rhum c'est un peu notre Vendée Globe à nous en multicoque. Donc on est assez confiant sur l'avenir de la classe et voilà, qui est une classe raisonnée avec un nombre de bateaux voilà, qui est à 10 aujourd'hui, mais qui pourra gonfler un petit peu dans les années à venir. C'est quand même dans l'air du temps de faire un petit peu attention à ça. C'est vrai que les classes aujourd'hui, en classe 40 ou IMOCA notamment, qui sont très très actives, voilà, ça construit des bateaux toutes les semaines quasiment, ou tous les mois, et puis ça pose un problème de nombre de concurrents sur les courses. Donc aujourd'hui, il y a des qualifications. Quand on s'engage avec un partenaire, on est même plus sûr certain de pouvoir faire la course, comme en mini aussi d'ailleurs. Et voilà, en Ocean 50, du coup, c'est la classe grâce à ce numerus clausus qui pourra garantir à tous ces adhérents de pouvoir participer aux courses majeures. Donc non, je suis très confiant sur l'avenir de la classe et de l'ensemble du circuit. Mathieu, c'est vraiment la route du Rhum qui drive un peu cette classe Ocean 50. On a l'impression que comme disait à l'instant Laurent, le Vendée Globe de la classe Ocean 50. Bah oui, oui, je pense. En tout cas, nous, c'est le cas. On a un projet qui est tourné vers la route du Rhum 2026. Pour moi, c'est sûr que c'est la course un peu majeure parce que par son aura, par son histoire, mais aussi parce que c'est une des grandes transats en solitaire. Et le solitaire, c'est toujours quelque chose d'assez fort. Et voilà, nous, en tout cas, on a vraiment réfléchi comme ça depuis le début en se disant, soit on se projette sur une autre route du Rhum en classe 40 et on regarde est-ce que c'est le même bateau, est-ce que c'est la même orga, etc. Soit on va viser une route du Rhum sur un autre support et dans ces cas-là, on s'y prend tout de suite. Mais en tout cas, nous, on aimait beaucoup l'idée que il y ait cette année une année d'équipage, l'année prochaine une année plutôt de double et ensuite une année de solitaire. C'était vraiment une suite assez logique. Et voilà, donc effectivement, on est tourné vers ça. Mais après, moi, ce que je trouve génial avec cette classe, c'est qu'elle a une grande richesse de par son plateau. Déjà, aujourd'hui, les 10 bateaux sont actifs. Donc, entre nous, le bateau qu'on a racheté, Laurent et le bateau d'Armel Tripon, qui a aussi été vendu, je crois, tous les bateaux seront sur le circuit normalement cette année. Donc, pour moi, ce qui fait la force d'une classe, ce sont les bateaux. Donc là, il y a 10 bateaux, dont quelques bateaux neufs, et en tout cas que des projets bien ficelés. Donc, j'ai aucun doute que la classe va savoir créer des événements magnifiques.
Et pour moi, cette classe, elle avait un petit coup d'avance aussi avec le Pro Sailing Tour et ce format super intéressant qui allie de l'inshore, du côtier et la participation aux grandes courses au large. Voilà, je trouve ça vraiment génial avec une offre tournée un peu plus vers les sponsors et des retombées qui sont assez géniales sur nos navigations de RP, etc. Donc ouais, je suis super enthousiaste à l'idée de faire cette première saison et j'ai aucun doute que la classe va réussir à créer des belles choses, même s'il y a encore pas mal de petits sujets en cours, ce qui est normal, je pense. Bon, justement, pour finir, je ne sais pas ce que vous pouvez me dire à date, mais à quoi va ressembler un petit peu cette année 2024? Je savais qu'il y avait une transat qui était dans l'air du temps, la course la route des Terre-Neuve, si je me trompe pas. Est-ce qu'il va y avoir une transat? Quelle va être, à quoi va ressembler le programme de cette année, même si vous pouvez peut-être pas me le dire en détail. Laurent, vas-y, lance-toi. Ouais, vas-y, Laurent. Ouais. La patate chaude est pour Laurent. Merci Mathieu, je te redresserai ça. Non, mais écoute, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la route des Terre-Neuve. Donc, c'est une nouvelle transat exclusivement réservée aux Ocean 50. Donc, ça, c'est plutôt génial d'avoir une course pour cette catégorie. Ça sera au mois d'août et le format est pas encore complètement le format de la course n'est pas complètement figé. Ça va être annoncé bientôt dans quelques semaines. Donc voilà, je peux pas donner plus de détails que ça, mais en tout cas voilà, ça sera au mois d'août et il y aura que des Ocean 50, donc si tout va bien pour les bateaux, 10 bateaux au départ, donc ça va être assez chouette de vivre ça. Et après, il y aura sur la saison, mais les dates sont pas encore arrêtées, il y aura toujours des circuits de Grand Prix en Atlantique et en Méditerranée. Donc voilà, on est toujours content d'être sur les deux bassins et avec une fin de saison plutôt en Méditerranée. Donc c'est pareil, c'est plutôt bien de finir en Méditerranée en fin de saison plutôt qu'en Atlantique. Donc voilà, ça va être assez riche et sympa comme à son habitude pour un circuit d'Ocean 50. Ce qui pourrait être la Med Max présentée par Quito de pas avant, juste avant le départ de la Jaguar, c'est au programme? Écoute, je pourrais pas te dire d'infos là-dessus, je sais pas. D'accord, ok, très bien. Eh bien, très bien. Messieurs, on va pas vous retenir plus longtemps. Je sais que Laurent avait un programme un petit peu chargé en ce début d'après-midi. Il a un petit peu décalé ce programme pour nous. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Mathieu, aussi d'être passé par les bureaux de Tip & Shaft. On va suivre avec attention vos grands débuts sur ce circuit Ocean 50. On rappelle que le grand objectif pour vous deux est la Route du Rhum 2026. Préparez-vous bien, naviguez bien et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 149e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Ouais, merci Axel et puis Laurent, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!